le 19 août 2025, un certain Aurélien a risqué d'écrire blanc sur noir que non, Michael Jordan n'est pas le meilleur basketteur de tous les temps. Franchement, quand j'ai lu l'article, je suis tombé de ma chaise. Pas parce qu'il relance le débat du GOAT, non, ça au contraire, ça fait partie du jeu et j'adore. Mais parce que quand tu t'attaques à un sujet aussi brûlant, aussi mythique, avec autant d'aplomb, et que derrière tes arguments sont aussi bancals qu'un lancer franc de Shaquille O'Neal, eh bien désolé, mais là j'avais envie de vous en faire une vidéo. Donc aujourd'hui, on va reprendre l'article, point par point. On va confronter ces arguments aux faits, aux stats, à l'histoire. Et vous allez voir, ça va être sport pour lui. Hey, Mike. What? Who's got next? Get your young ass out there. Déjà, réduire l'ascension de Jordan à un timing favorable, c'est pas de l'analyse, c'est de la paresse intellectuelle. Alors, Aurélien écrit « Jordan a mis du temps à gagner. Il s'est fait balayer par Boston, il a buté 3 fois sur Détroit, et qu'il lui aura fallu attendre que Larry Bird et Isaiah Thomas déclinent pour exister. Bon, ok, mais attends. Quand Jordan arrive en 1984, il débarque dans une équipe de bras cassés. Les Bulls sortaient d'un pathétique 27-55, en somme, une franchise paumée. Résultat, 28,2 points de moyenne à 51,5% au tir lors de sa première saison. On n'avait pas vu une moyenne aussi haute pour un rookie depuis Karim Abdul-Jabbar en 1970. Nice cross-court feed. Jordan going and throws it up. Oh, Skinny puts it in on an amazing move. There's great defensive effort by Jordan, who has it on the break, driving all the way in. Oh, good! An unbelievable move. He put it in and it counts. Can you believe that? Il reçoit donc le prix de NBA Rookie of the Year, en étant également 6e dans les votes désignant le MVP, et est élu dans la All-NBA Second Team. Les Bulls passent de 27 à 38 victoires. Pas de play-off dès son entrée, certes, mais il change la trajectoire de sa franchise dès la première année. Quand on se penche sur les prospects les plus prometteurs de notre génération, j'en connais un paquet qui n'ont pas fait mieux. Ensuite, 1986. Il revient d'une fracture du pied, jouant seulement 18 matchs de saison régulière et en play-off, il claque 63 points au Boston Garden. Record all-time, qui tient toujours d'ailleurs. Larry Bird, abasourdi, lâche cette phrase devenue mythique. Incredible playoff performance. I've never seen it before, and I had never seen it after. That wasn't Michael Jordan out there. That was God disguised as Michael Jordan. Et attention, on ne parle pas de n'importe quel adversaire là. Ces Celtics étaient une machine imbattable à domicile. Champion NBA cette année-là d'ailleurs. Un Jordan de 23 ans seul obtient 43,7 points par match, la meilleure moyenne de points de l'histoire des playoffs. Bref, un des plus grands matchs de l'histoire, dans une de ces saisons perdues, vraiment. And thank you. La saison 86-87, elle, fut une saison mythique. 37,1 points par match, seul après Will Chamberlain a dépassé les 3000 points. 37 matchs à plus de 40 points, dont 8 à plus de 50 et 2 à plus de 60. 9 matchs consécutifs à plus de 40 points, 40 matchs consécutifs à plus de 25 points. Premier joueur NBA à réaliser 200 interceptions et 100 contre la même saison. Ensuite, viennent les Bad Boys, Détroit, la vraie bête noire de l'Est à la fin des 80s. Jordan perd 3 fois, oui, mais regardons bien. En 1988, Chicago pousse Détroit en 5 matchs, malgré une saison où il aura dominé la ligue, en marquant 35 points de moyenne avec 53,5% au shoot, et remportant au passage son premier titre de MVP, mais aussi celui de défenseur de l'année. Encore aujourd'hui, personne n'a réalisé cet exploit. Wemby, on compte sur toi. Et puis, lors de la saison suivante, en 89, Chicago perd en 7 matchs lors des finales de conf. Mais il aura remis la barre haute avec une moyenne de 32,5 points par match à 53,8% de réussite au tir, ainsi que 8 rebonds et 8 passes décisives par match.
il réalise cette année-là une saison record en compilant pas moins de 15 triples-doubles, dont 7 consécutifs, lors d'une série extraordinaire de 10 triples-doubles en 11 matchs joués. Sans parler de la série face aux Cavaliers, dans laquelle il tourne à 39,8 points de moyenne et qui inclut un temps fort de sa carrière, où il marque un panier décisif au buzzer par-dessus Greg Elio, le premier de l'histoire qui décidera du vainqueur et du vaincu dans une série. En 1990, Game 7 encore, mais cette fois avec Phil Jackson, rookie sur le banc. Les Bulls sont à un souffle des finales après que NG ait établi la moyenne de points la plus élevée de la ligue pour la 5e fois en 6 saisons. Alors oui, les Pistons gagnent de nouveau contre les Bulls. Mais Aurélien, parles-tu de la méthode de protection appelée Jordan Rules, développée spécifiquement pour le contenir? Cette règle qui comprenait des variations et des surnombres à chaque fois qu'il touchait le ballon, avec de jolis coups de coude et autres prises à deux pour qu'il soit constamment au sol, comme le citait Chuck Daly, coach légende des Pistons. Pourtant, quand une équipe doit réécrire son playbook juste pour toi, c'est que t'es déjà le problème. Parce que dire que Jordan a gagné parce que Bird et Thomas déclinaient, c'est faux. En 91, Détroit se présentait en champion en titre, ayant pour ambition le three-peat, avec Thomas, Laimbeer, Dumars, Rodman. Chicago les balaye 4-0 et les Pistons sortent la tête basse. C'est clairement pas un héritage, c'est un détrônement brutal. Donc, si on applique la logique d'Aurélien, alors Bird n'a gagné qu'en profitant du déclin de Karim en 84, Magic qu'après les blessures de Bird en 87. Bref, chaque dynastie émerge quand une autre s'éteint, ça me paraît normal. Et pour conclure, l'épisode Wizards, eh bien parlons-en. Parce que tu ricanes, car tous ces gamins que tu cites, Kobe, Carter, Iverson, qui auraient piétiné la légende selon toi, seraient un argument. Mais ces gars le regardaient à la télévision en imitant ses moves. Et pourtant, à cette époque, tu ne dis pas que c'est lui qui mène Washington en passe et en points à 38 ans, qu'il plante 51 points le 29 décembre 2001, en devenant le plus vieux à réaliser cet exploit, et ce, sur 3 décennies différentes. Qu'il en plante 43 le 21 février 2003, à 40 ans, brisant un nouveau record de longévité. Et pour le fun, on peut rajouter que pour sa dernière saison, il joue les 82 matchs. Mais qui fait ça? Pour finir sur ce chapitre, Aurélien, tu écris 9 saisons sans bague. Russell, Horry et Mikan ont fait mieux. Peut-être, mais il faut remettre dans le contexte. Bill Russell, 11 bagues, mais dans une ligue à 8-12 équipes sans salary cap, avec le même noyau toute sa carrière, et une concurrence bien moindre. Robert Horry, 7 bagues, oui, mais en role player, clutch, entouré de Hakim, Shaq, Kobe, Duncan. Il n'a jamais été franchise player. George Mikan, quant à lui, dominait une NBA balbutiante, où mesurer 2,5 m suffisait déjà à être injouable. Jordan, lui, a 6 titres, 6 finales, 6 finales MVP, invaincu. Il a transformé chaque finale en victoire, dans une ligue moderne, compétitive, dense, en mutation mondiale. Personne, je dis bien personne, n'a fait du titre NBA un rendez-vous aussi inévitable que Michael Jordan. Surtout quand pendant ces années parfaites, Jordan n'a jamais perdu 3 matchs de suite avec Chicago. 626 matchs consécutifs sans série de 3 défaites. Une machine de guerre, une garantie de victoire. Autrement dit, avant même son premier titre, Jordan avait déjà un palmarès individuel et des records supérieurs à la carrière complète de 90% des All-Stars de l'histoire. Ah, on y arrive. L'argument le plus ridicule de l'article. Jordan n'aurait affronté personne, et les années 90 seraient donc surcotées. Bien loin du niveau des 80s, ne serait-ce que parce qu'entre 91 et 98, 6 nouvelles franchises ont vu le jour. Aurélien, sérieusement? Alors déjà, le Heat et les Hornets ont vu le jour en 88, et les Wolves et le Magic en 89. Ensuite, les Raptors et les Grizzlies débarquent dans la ligue après le premier three-peat de Jordan, en 95. Du coup, Jordan revient après 21 mois, loin des parquets.
En demi-finale de conférence, Orlando élimine Chicago, 4-2. C'est le seul vrai échec de Jordan dans les années 90. Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, Nick Anderson, une équipe jeune, explosive qui prend le relais médiatique. Sans Orlando, pas de deuxième sweep. Cette défaite oblige Chicago à se reconstruire, Rodman arrive, Jordan se transforme physiquement et la machine repart de plus belle. En 96, les Bulls prennent leur revanche en finale de conférence. Résultat, 4-0 Chicago. La hiérarchie est rétablie. Charlotte, c'est différent. Avec Larry Johnson et Alonzo Mourning, Charlotte incarne la génération montante. Dès 1993, ils font tomber les Celtics de Bird en play-off. Et face à Chicago, leur énergie et leur confiance en font un adversaire imprévisible. Chaque déplacement aux Carolines du Nord devient un piège. Le Coliseum affiche complet, le public explose et les Hornets arrachent des victoires symboliques sur Jordan en saison régulière. Notamment en 91, ils arrachent une victoire, un tir au buzzer de Rex Chapman. Charlotte, c'était la preuve que les Bulls ne pouvaient pas se relâcher. Une équipe d'expansion capable de les bousculer à la moindre faille. Les Heat de Miami non plus n'ont pas attendu longtemps avant de se frotter à Jordan. En 92, ils sont déjà en play-off face aux Bulls. Sweepés, oui, mais leur intensité physique, emmenée par Glenn Rice et Steve Smith, annonce une tendance. La NBA sera plus athlétique, plus rapide, plus agressive. Et en 97, encore face à Miami, Chicago doit livrer une série rugueuse contre Mourning et Tim Hardaway. Le Heat, ce n'est pas seulement un nouveau venu, c'est un rappel que l'Est devenait une jungle. Et pour finir à l'Est, quand les Bulls sont au sommet en route vers leur saison à 72 victoires, eh bien c'est une équipe d'expansion, d'à peine un an d'existence qui leur inflige l'une de leurs 10 seules défaites. Les Raptors. Emmenés par Damon Stoudemire, ils battent Chicago 109-108. Une autre piqûre de rappel pour les Rouges et Noirs. Même face aux plus petits, la dynastie restait vulnérable. Un autre argument d'Aurélien serait que pour ce qui est de l'élite, Jordan n'aurait jamais trouvé sur sa route des rivaux du calibre des San Antonio Spurs de Tim Duncan, des Los Angeles Lakers de Shaq et Kobe, ou bien encore des Oklahoma City Thunder de Westbrook et Durant, voire même des Golden State Warriors de Curry. Ok, mais alors Jordan affrontait qui exactement? Charles Barkley, MVP 93, Hall of Fame à son prime, Karl Malone, MVP en 97 et 99, qui aurait passé son prime d'ailleurs selon l'article au moment où il affrontait Jordan, David Robinson, MVP 95, Hakeem Olajuwon, champion 94-95, John Stockton, all-time leader passe et interception, Gary Payton, défenseur de l'année en 96, Reggie Miller, légende clutch, cauchemar des Knicks. Et on peut continuer la liste. Drexler, Ewing, Wilkins, Rodman, O'Neal, Kemp, Hardaway, Mutombo, Grant Hill. J'en perds mon souffle, car ouais, avec ces gars-là, le niveau défensif était aussi juste incomparable. Le handshaking était autorisé, les défenseurs pouvaient coller physiquement l'attaquant. My argument right now is bring back handshaking. You know what handshaking is going to do? It's going to lead to more shooting fouls. Yeah, 100%. Because offensive players are so smart now. La défense de zone était interdite, que du 1 vs 1 pur, coups physiques tolérés, ce qui serait des flagrantes aujourd'hui était normal hier. Les Jordan Rules adoptés par toute la ligue, bref, la NBA des années 90 n'était pas moins forte qu'aujourd'hui. Elle était différente, plus physique, moins de points, une défense prioritaire sur l'attaque, la domination des big men intérieurs, une vitesse de jeu plus lente, mais une intensité maximale. Donc ouais Aurélien, dire que les années 90 étaient surcotées quand Jordan termine la décennie avec 6 titres NBA, 6 finales MVP, 4 MVP de saison régulière, 8 sélections All NBA First Team, 8 All-Star Games dont 3 MVP, meilleur scoreur NBA chaque année jouée, eh bien c'est nier l'histoire de la Grande Ligue. Moi je pense qu'il y avait lui et les autres.
Ce troisième point m'agace particulièrement. Car ouais, il faudrait remettre en question sa legacy car il se comportait comme une brute de cour de récréation avec ses coéquipiers. Mais on juge l'homme ou le joueur? Parce qu'on ne va pas se mentir, même ses ex-coéquipiers le disent. Will Perdue disait c'était il a dépassé la ligne plus d'une fois. Mais avec le recul, c'était un sacré coéquipier. Judd Butler parle d'un facteur peur permanent à l'entraînement. Et il s'est aussi battu avec Steve Kerr. Kerr raconte l'histoire lui-même. C'était brutal mais formateur. La ligne de défense de Jordan tient en une phrase. Winning has a price. Leadership has a price. Et je n'ai jamais demandé à quelqu'un de faire ce que je ne faisais pas moi-même. Maintenant, Kerr a expliqué qu'être le coéquipier de MJ était une pression unique. Il fallait élever son niveau chaque jour et que cette force de volonté gagnait la bataille avant entre deux. Preuve sportive de cette exigence qui paie, en 1997, Michael Jordan attire deux défenseurs et fait confiance à Kerr qui plante le tir du titre. La confiance, ça se gagne. Lui, te l'a donné quand tu survivais à ses standards. Et ce n'est pas propre à Jordan. Kobe Bryant l'assumait. Les amis vont et viennent, les bannières restent pour toujours. That is what Kobe Bryant does to me. Les champions privilégient toujours l'excellence au confort. Dans une autre mesure, j'ai toujours adoré Kanye West pour son génie créatif. Il a influencé une génération entière d'artistes, autant dans le rap que dans la pop et l'électro. Son audace, ses expérimentations et son sens du détail en studio en font un créateur incontournable. Mais pas pour l'homme, car Kanye a souvent eu des attitudes polémiques. Je trouve son ego et ses comportements problématiques. Mais j'ai fait le choix de ne pas idolâtrer la personne, juste de reconnaître l'artiste. Et pour Jordan, c'est pareil. Est-il toxique ? Eh bien, si on entend par là qu'il est impitoyable à l'entraînement et verbalement abrasif, oui. Mais au tableau d'affichage, c'est un système de performance. On ne peut pas aimer la méthode, mais il est impossible d'ignorer les résultats. On entend souvent la même phrase. Michael Jordan a été fabriqué par la NBA, par la télé, par Nike. C'est une idée simple, séduisante qui remet le héros dans la boîte des objets marketing. Mais si on gratte un peu, on trouve une histoire à deux faces. Oui, il y a eu une machine médiatique. Mais cette machine n'a pas inventé ce qu'elle a vendu. Elle a amplifié un phénomène réel. Car oui, au début des années 80, la NBA n'est pas la machine mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Entre problèmes d'image, usage de drogue, incidents médiatisés et stades parfois clairsemés, la Ligue cherche un récit et des visages. David Stern devient commissionnaire en 1984 et mise sur la starification. Mais attention, Stern peut préparer le terrain, vendre la Ligue, prospecter l'international, il ne crée pas le talent. Michael Jordan débarque dans ce monde affaibli et illumine de sa grâce chaque match devant un public qui commençait à apprécier le showtime dans ce sport. Et ça, ce n'est pas une cellule marketing qui le crée, c'est du basket qui court vers son prime. Alors oui Aurélien, l'arrivée du câble donne la capacité à la NBA d'entrer dans des millions de salons de façon régulière. Mais il faut du contenu qui tienne le spectateur en haleine. Et Jordan, par son esthétique de jeu, produit ce contenu. Magic, Bird, Karim avaient aussi une aura. Ce qui différencie Michael Jordan, c'est la combinaison esthétique plus scoring massive, plus aptitude à exceller dans les matchs cruciaux. En clair, la diffusion a offert l'écrin, mais c'est le spectacle qui a rempli les sièges. Et puis, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est de dire que Nike a créé le mythe Jordan. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Car oui, en 1984, Nike était au bord de la faillite et peut remercier la mère de Michael d'avoir pesé dans les négociations pour que son fils jette un œil à l'offre du fabricant de chaussures. 500 000 $ par an sur 5 ans. Actions, options et surtout un modèle de chaussures dédié. Air Jordan. Une offre incroyable pour l'époque et inédite pour un rookie. Résultat, en 1985, la première Air Jordan rapporte 126 millions en un an, quand Nike en espérait 3. Aujourd'hui, Jordan Brand presse près de 7 milliards par an. C'est plus qu'une pub, c'est une industrie née d'un joueur où tout le monde voulait un bout de son aura au pied. Who's the player?
Michael Jordan. Le marché de la sneakers tel qu'on le connaît en 2025 ne serait pas ce qu'il est sans Michael Jordan. C'est la preuve que la valeur créée n'était pas seulement de la com, mais une création de produit. Et le produit a tenu même après sa retraite. Sans performances sportives qui font de la crédibilité, les consommateurs n'auraient pas acheté à cette échelle. Et puis derrière, non Aurélien, Jordan n'était pas l'ambassadeur officieux des JO de 92. Mais c'est pas pour toi, mais perso, je suis né en 89. Quand je devais avoir 7-8 ans, j'ai découvert pour la première fois Space Jam. Le film a fait entrer Michael Jordan dans la pop culture familiale, touchant une génération qui n'était pas forcément fan de basket. Alors très bien, partons du principe que ce film est encore un coup de projecteur sur sa majesté et qu'on en a fait décidément trop avec lui. Mais alors, qui aurait dû-on choisir à sa place pour postériser les Monstars ? Donc on sera d'accord pour dire que Jordan n'est pas un saint, mais un point crucial pour ton public. La com et la sphère commerciale ont souvent trié l'image publique, mettant en avant le compétiteur et en gommant ou minimisant certaines zones d'ombre. C'est un procédé normal dans le management d'image, surtout pour une figure dont l'économie dépasse le cadre sportif. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Bon, soyons sérieux 2 minutes. La nostalgie, ça ne gagne pas 6 bagues. La nostalgie, ça ne claque pas 2 three-peats. La nostalgie, ça ne fait pas grimper la NBA d'un sport de niche à une ligue planétaire. Et au risque d'en perdre certains en cours, on va clôturer la vidéo sur des stats purs et durs. Jordan, c'est 30,1 points de moyenne en carrière, record all-time NBA. 33,4 points de moyenne en playoff, record all-time NBA. 10 titres de meilleur scoreur, record all-time NBA. Saison 86-87, 37,1 points par match, record de l'ère moderne. 41 points par match en playoff en 93, record all-time NBA. 63 points dans un match de playoff, record all-time NBA. Et on pourrait ajouter meilleur PER en carrière, 27,9, record toujours valide devant LeBron James. Meilleur offensive box plus-minus all-time, Jordan reste au sommet dans les stats avancées d'impact offensif. Record de saison à plus de 30 points de moyenne, 8 saisons. Wilt en a 7, personne d'autre plus de 3. Et je vous passe son palmarès complet. On pourrait encore y passer de longues minutes et tout le monde a internet pour aller vérifier et se rendre compte que personne n'en a un aussi fourni. Alors, si on parle encore de lui 30 ans plus tard, ce n'est pas parce que nos parents étaient fans de posters dans leur chambre. C'est parce que personne n'a reproduit cette combinaison parfaite de domination individuelle, de succès collectif et d'impact culturel. Regardez Pelé, Ali, Senna, bientôt Messi ou Cristiano Ronaldo. Leur héritage n'est pas une illusion nostalgique, c'est le fruit d'une empreinte réelle, tangible, indélébile. Jordan, c'est pareil, la légende n'efface pas la réalité, elle l'amplifie. Et quand bien même The Last Dance enjolive certains aspects, les chiffres sont têtus. Alors non, ce n'est pas la nostalgie qui fait de Jordan le GOAT, c'est l'histoire, et ça, aucun biais cognitif ne peut le gommer. Écoutez, le débat du GOAT sera éternel. Et au fond, c'est ça qui rend le basket si passionnant. Comparer les époques, confronter les styles, revisiter les légendes, j'encourage la critique et le fait de donner son avis pour défendre un autre joueur que Jordan. J'ai aucun souci avec ça. Mais venir avec des arguments faibles, truffés d'erreurs factuelles, juste pour prouver et faire du clic, franchement, c'est pas top. Surtout venant de Basket Session, dont je suis régulièrement l'actualité. Parce qu'on peut préférer LeBron, on peut mettre Karim, Kobe, Magic, qui vous voulez dans la discussion. Mais quand on veut déboulonner Jordan, il faut venir avec du solide, pas avec du buzz. Moi, je ne suis qu'un coach du dimanche. Mais une chose est sûre, je respecte bien trop ce sport pour ce qu'il m'apporte au quotidien, pour laisser Aurélien effacer, celui qui nous a tous amenés à vouloir saisir la balle orange. Alors oui, je serai probablement un de ces moutons des réseaux, comme tu dis, qui lui donnera sa volée de bois vert. Eh bien, cette vidéo n'en fera pas exception.